Donc, merci à tous de me donner la parole aujourd'hui et merci au professeur Anne-Marie Granet et à vous, professeur Walid Rachidi, de me donner la parole. Donc, comme Walid a déjà commencé à me présenter, j'ai été diplômée de l'UGA en pharmacie en 2018. Et puis après, je me suis spécialisée donc, en phytothérapie et en aromathérapie clinique à l'Université de Limoges, à l'époque où il n'y avait pas encore de DU de phytothérapie à l'Université de Grenoble. Puis j'ai suivi une formation en ethnopharmacologie auprès de la Société française d'ethnopharmacologie à Metz. Depuis la thèse, en 2018, je réalisais en parallèle de mon activité de pharmacien des petites missions d'enseignement au sein de l'UGA, principalement auprès du DU justement de phytothérapie et d'aromathérapie clinique de l'UGA et auprès du CU qui est désormais devenu un DU cette année d'ethnobotanique. Et ces activités me plaisaient beaucoup et ont motivé mon souhait de continuer les recherches sur la médecine campo et l'enseignement. De ce fait, en septembre 2020, j'ai repris les bancs de la fac pour le master recherche en santé, toxicologie et environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé la mobilité au Japon au sein de l'université de pharmacie d'Yokohama et particulièrement dans le labo nommé Natural Product Chemistry of Campo. Et dans cette logique de master puis de PhD, celui-ci sera réalisé donc, sur la période 2021-2024 et sera un joint PhD, donc une co-tutelle entre les deux universités. Côté français, la thèse qui s'intitule Therapeutic Effect of Campo Herbal Medicine on Skin Synthetic Models sera encadrée par le professeur Michel Sèvres et le docteur Florent Soir, avec la contribution du professeur Walid Rachidi et du côté de Yokohama University of Pharmacy. Je serai encadrée par le professeur Kaoru Umeara, qui est professeur au sein du même laboratoire où j'ai effectué le stage de master, et par le professeur Kenji Watanabe, qui est médecin et qui tient une clinique campo à Tokyo. Donc, le vif du sujet, qu'est-ce que la médecine campo ? Donc, la médecine campo, on entend une discipline médicale et pharmaceutique traditionnelle qui est, comme je vous disais, et Walid le disait sans le faire exprès, qui est intrinsèquement liée à la médecine traditionnelle chinoise parce qu'elle en provient directement. Les traitements campo, ils ont la particularité en fait, d'être des formules. On parle de thérapeutiques composées qui sont plus ou moins associées suivant les cas de figure à de l'acupuncture et de la moxibustion, qui sont deux disciplines que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier parce qu'on s'éloigne de la pharmacie, on est plus dans le soin médical et moins du côté de la pharmacopée qui m'intéressait pour mes travaux. On dit de la médecine campo, au même titre que pour les médecines traditionnelles chinoises, MTC, que c'est une médecine holistique. Maintenant, on dira plutôt de terrain, entre guillemets, parce que le thérapeute va prendre en compte l'aspect unique du patient pour chercher à résoudre un problème, pas seulement par l'emploi de remèdes, mais par toute cette démarche qui comprend un interrogatoire, un diagnostic complexe et traditionnel, pour amener le patient vers un état d'équilibre qui n'est pas forcément un état de non-maladie. Donc on verra que ça, c'est un point clivant par rapport à la médecine européenne. La médecine campo, c'est une tradition thérapeutique très ancienne parce qu'elle est établie en tant que telle à partir du VIe siècle au Japon. Et l'enseignement de la médecine campo a débuté grâce à la circulation de moines chinois par la Corée, puis par le Japon, à la même époque. Donc finalement, dans l'histoire du Japon, vous retrouvez l'émergence du bouddhisme et de toute la tradition thérapeutique et politique et sociologique d'inspiration chinoise vers le Japon. Cependant, la médecine campo n'est pas une copie de la médecine chinoise, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'au fil de l'évolution du temporel et physique de ce qu'est la médecine campo,
il y a eu des ingrédients qui ont été enlevés par les moines chinois du fait que à cette époque-là, et ça l'est toujours, les moines bouddhistes puis les moines zen étaient végétaliens. Donc tout ou presque tous les ingrédients d'origine animale ont été enlevés à ce moment-là. Puis après, il y a une période importante dans l'histoire du Japon qui est la fermeture des frontières. Donc entre la période de Sengoku jusqu'à la restauration Meiji, il y a cette période où le shogunat avait décidé de fermer les frontières. Et du fait de cette fermeture des frontières, les ingrédients sont venus à manquer et les Japonais et les thérapeutes ont cherché à trouver des adaptations provenant du sol japonais et plus de la Chine. Et ces deux facteurs-là ont fait que la médecine Kampo a fondamentalement dévié de ce qu'était la médecine chinoise. Cependant, la médecine Kampo n'est pas la seule médecine au Japon, bien évidemment, et elle a rapidement su cohabiter avec les techniques modernes, et ce, dès l'époque fin Meiji, c'est-à-dire au niveau du 19e siècle, avec des premiers médecins, comme celui que vous voyez ici, Seishu Hanaoka, qui est le premier thérapeute Kampo au Japon à avoir reconnu les techniques modernes. Et il fut, par exemple, le premier médecin à réaliser une résection de tumeurs du sein au Japon. Donc, il a étudié la médecine qu'on disait hollandaise, parce que le Japon avait gardé des connexions, même pendant la fermeture, avec l'actuel Pays-Bas. Et le Kampo, auquel il accordait beaucoup d'importance. Donc ça, c'est ce qui a fait le terreau de la médecine Kampo. Et aujourd'hui, c'est plus de 130 formules, environ 148, réunissant des plantes, des champignons, des minéraux, quelques ingrédients animaux, mais vraiment minoritaires. Et ça réunit plus de 130 drogues différentes, sachant que la médecine Kampo est prise en charge par l'assurance maladie japonaise, dans le cadre de prescription. Et il existe également de nombreux produits dérivés, donc en libre accès par les patients et les consommateurs japonais. Donc, pour un petit point sur qu'est-ce que le diagnostic Kampo, parce que je vous disais qu'il y avait des similitudes avec le diagnostic qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise. Ce qui vient à première vue, c'est la complexité, mais également le fait qu'il y a une importance donnée à l'examen clinique et à l'interrogatoire du patient. Ainsi, pour une pathologie, il y aura des remèdes différents suivant les patients, et nous verrons que le Kampo prend en compte 3 points fondamentaux. Donc, par exemple, j'aime bien le cas de la migraine ou des céphalées. Pour illustrer cela, en Europe, pour des migraines, on va associer des antidouleurs ou des bêta-bloquants ou des triptans. On aura une réponse très thérapeutique. Au Japon, dans le cadre de la médecine Kampo, pour un patient qui a des migraines, il va y avoir plus d'une dizaine de formules qui vont dépendre du terrain du patient, c'est-à-dire s'il a des œdèmes associés, de la raideur au niveau de la nuque, de la faiblesse musculaire. Et ça, c'est ce qu'ils appellent un pattern clinique, et ça va définir le choix de la formulation attribuée au patient. Donc, avant qu'on aborde le diagramme là, que vous voyez sur la droite, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est ce qu'ils appellent les 3 dichotomies, basées sur les entités du yin et du yang, ce qu'ils appellent le creux versus le plein, kyojitsu, et le chaud versus le froid, netsu et kan. Donc, avec ces dichotomies, ils peuvent définir le pattern clinique du patient, et ça va orienter le choix des thérapeutiques. S'ajoute à ça une triade qu'ils appellent Ki, Ketsu et Sui. Ki, c'est ni plus ni moins que l'énergie qui est orthographiée pour la médecine chinoise QI, mais c'est exactement la même chose. Le Ketsu et le Sui. Et Sui, c'est lié, si on traduit, c'est l'eau. Donc ça va être les liquides excrétés en général par les glandes. Et cette triade, maintenant, les thérapeutes se plaisent à la rapprocher de la neurologie pour le Qi,
de l'immunologie pour le Ketsu et de l'endocrinologie pour le Sui. S'ajoutent à ces deux premiers principes 6 étapes qui décrivent en fait l'évolution pathologique, que ce soit pour le yin ou pour le yang, et ils décrivent à chaque fois 3 degrés de gravité, 3 degrés d'évolution en fait dans le symptôme et leur sévérité. Et pour se repérer dans les formules à prescrire, depuis longtemps, les thérapeutes aiment utiliser ces diagrammes. Donc avec le yin et le yang sur l'axe horizontal et ce qu'ils appellent l'hyperfonction et l'hypofonction organique en axe vertical qui reprend ces deux dichotomies que sont Kyojitsu et Mitsukan. Et voilà, pour un patient A, ils considèrent qu'ils ont un vecteur clinique qui va se déterminer par un petit yang, ici, et une tendance à l'hypofonction. Donc, ils vont reporter ce vecteur sur le diagramme et vont définir que ce patient-là, suivant son pattern clinique, sera sujet à avoir la formule Shosai-Koto. Toutes ces formules appartiennent à un même groupe de plantes, celles que vous avez ici, qui contiennent un ingrédient commun, qui est la racine de buplèvre. Donc, il y a quand même un ingrédient commun, mais voilà, la clinique va fondamentalement orienter le choix de la formule. Ici, vous avez un deuxième diagramme pour remémorer ce qu'on vient d'aborder ensemble. Un patient implique un diagnostic complexe associé à ce qu'on appelle un SHO, qui est le pattern clinique. Et à ce SHO-là, on associe des formules de plantes et des soins. C'est ce qu'on appelle le OO. Voilà, donc là, vous avez les clés pour comprendre comment on prescrit du Kampo au Japon. Donc là, on parlait de formule, mais qu'est-ce qu'une formule Kampo? Alors, c'est on va dire un remède qui comprend entre 2 et 18 ingrédients. La plus simple des formules Kampo, c'est Shakuyaku Kanzoto, donc qui contient racine de pivoine et réglisse uniquement à 50-50. Et si vous traduisez en fait les kanji de la formule Shakuyaku Kanzoto, Shakuyaku ici, en bleu, pivoine de Chine, en vert, Kanzo, la réglisse, et To signifie décoction. Donc littéralement, c'est la décoction à base de pivoine et de réglisse. Donc ça, c'est pour la plus simple, mais il y a des formules comme Bofu Shosan qui contient 18 ingrédients. Donc là, en termes de pharmacovigilance et d'effets indésirables, ça devient plus difficile à gérer. On en parlera après. Et pour illustrer ce qu'est la médecine Kampo, en plus de cette formule à base de réglisse et de pivoine, j'ai choisi la formule Kakonto, qui est dans la numérotation des 148 formules Kampo, la formule numéro 1. Donc ici, vous voyez un petit sachet avec un bandeau bleu, c'est la formule Kakonto. Donc là, vous avez un extrait de la pharmacopée. Donc, qu'est-ce que contient la formule Kakonto? Elle contient 7 ingrédients. Donc, la racine de Pueraria, des parties aériennes des Phédra, ça c'est des choses qu'on connaît peu, mais il y a des choses qu'on connaît déjà très bien, de la réglisse, du gingembre, de la pivoine, de la cannelle. La jujube, c'est plus exotique, mais c'est ni plus ni moins qu'une date qui pousse naturellement en Corée et en Chine. Mais voilà, là, vous avez les ingrédients de la formule numéro 1. Et de ce mélange de cette drogue végétale, on va faire au Japon un extrait. Donc si historiquement, on consommait des décoctions de ces plantes-là, actuellement, on utilise des extraits standardisés. Donc dans chaque sachet, on sait exactement quelle quantité de drogue végétale il y a, quels sont les teneurs en principe actifs. Donc voilà, on verra que le Kampo se caractérise par cet aspect modernisé et par une pharmacopée extrêmement rigoureuse et très bien rédigée. Donc pour la pharmacopée, vous trouverez les compositions en drogue végétale des formules, des dénominations précises aussi bien en kanji, qui sont les idéogrammes, et en alphabet phonétique, et également pour chaque drogue végétale, par exemple ici les parties aériennes des Phédra, eh bien, les espèces botaniques qui sont entendues par la pharmacopée japonaise.
Donc ça, c'est très important de porter attention à ces espèces précises, parce qu'au Japon, eux vont employer ce kanji-là, mais nous, il faut porter attention à la dénomination latine, parce que c'est ce qui permet d'éviter de faire des erreurs. Ici, vous avez en illustration les 10 ingrédients qui reviennent le plus dans les remèdes Campo. Donc, si on analyse ces 148 formules standardisées, eh bien, on remarque par exemple que la racine de réglisse, elle revient dans 95 formules sur ces 148. Viennent ensuite le gingembre, ce qu'ils appellent les Wolfiporia coco. Donc, imaginez comme une grosse truffe, c'est un champignon souterrain, qui est sectionné et épluché en petits cubes. Il est utilisé pour son côté mucilagineux et adoucissant. La racine de pivoine, les fruits de jujube également pour leur côté adoucissant, et d'autres drogues végétales que vous connaissez, la cannelle, l'angélique, le ginseng, et 2 autres que vous connaissez probablement pas, qui sont la tractylodes et les tubercules de Pinellia. Donc voilà pour les 10 ingrédients les plus utilisés dans le Campo. Et maintenant, faire un point me paraît important au sujet des différentes thérapeutiques. Donc on a vu la formule Cacanton, donc rappelez-vous la formule numéro 1. Historiquement, ce sont ces drogues végétales portées à ébullition pendant de longues durées. C'est une des originalités du Campo. Ce n'est pas des infusions, c'est des décoctions pendant au moins 40 minutes, jusqu'à 70 minutes. Ça, c'est de la forme historique. Actuellement, c'est peu utilisé, ou alors quand un praticien juge nécessaire d'enlever un ingrédient, pour des raisons de contre-indication notamment. Dans ce cas-là, le pharmacien prescrit dans une pharmacie, et les pharmaciens vont préparer cette formule sur mesure que le patient réalisera sous forme de décoction. Donc voilà, ça c'est la forme historique. Il y a d'autres formes historiques qui existent, les pilules artisanales, les coulis mélangés qui sont toujours utilisés. Donc cette formule-là est passée dans un broyeur, et le remède est pris directement à la cuillère. Il y a également des pommades. Ça, on verra que d'un point de vue dermato, c'est ce qui va nous intéresser. Il y a une formule qui est la préparation Shunko, qui est standardisée. Ce qui est très intéressant dans la médecine Campo, c'est ce cheminement. Donc on passe de la décoction à des extraits. Et voyez en fait les extraits comme une sorte de lyophilisa, parce que c'est ni plus ni moins qu'un lyophilisa de plantes réhydraté puis pulvérisé sur des granulés, en général une matrice à base de lactose. Et il y a un leader du marché pour le Campo au Japon, qui sont les laboratoires Tsumura. Donc quand vous voyez un sachet avec cette apparence-ci et un numéro, c'est généralement préparé par ces laboratoires, qui détiennent quand même plus de 85% du marché au Japon. À l'hôpital ou dans les pharmacies, il y a des formes en libre accès, comme nous on pourrait acheter de la phytothérapie ou de l'aromathérapie en pharmacie, qui sont faites aussi par Tsumura ou par d'autres laboratoires, ici le laboratoire Crassi. Mais voilà, la formule Caconto, qui est une formule utilisée pour les rhinites allergiques et les toux, va se retrouver aussi bien sous forme de prescription que sous forme libre d'accès. Donc un point sur ces extraits standardisés, qui sont quand même l'originalité du Campo. On va partir en fait de la formule à base de racines de réglisse et de pivoine, shakuyaku et kanzo. Et quand on prend la pharmacopée, on voit qu'il y a directement la monographie qui concerne l'extrait, et on nous dit que c'est à part égale, donc c'est soit 6 grammes, 6 grammes, soit 5 grammes, 5 grammes pour la fabrication de l'extrait. Donc ces drogues sont inscrites à la pharmacopée japonaise et présentent des noms latins fixes, donc Pionia lactiflora, et pour la réglisse, ça sera 2 espèces possibles, Glabra ou Iralensis. Et avec ces drogues végétales commence un
un processus de découpe, de mélange, d'extraction, de séchage, de rebroyage. Et la galénique évolue. Rebroyage, tamisage, fabrication des granulés, hop, trémie, puis empaquetage. Et du coup, c'est comme ça que par le processus de lyophilisation, donc on va faire une ébullition de drogue broyée, puis après on va le mettre à très faible température pour le séchage, puis après pulvériser cet extrait sur une matrice, donc en général du lactose, on arrive à ces granulés conditionnés, standardisés. Et là, vous avez la monographie pour cette préparation Shakuyaku Kanzoto qui présente le numéro 68. Voilà. Et les laboratoires de Tsumura communiquent des contre-indications pour cet extrait. Donc, patient avec aldostéronisme, myopathie, hypocalémie. On verra que ça, c'est lié à la présence de réglisse dans la formule. Et des indications, donc pour réguler les douleurs, les myalgies, les arthralgies, les douleurs gastriques et abdominales, et les spasmes intestinaux. Donc voilà comment on passe de la forme historique, avec la drogue végétale, à la forme modernisée qu'on retrouve dans les hôpitaux. Maintenant, un point sur les préparations topiques, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement. Dans la médecine campo, il y a 3 formulations topiques. C'est finalement peu quand on considère qu'il y a 148 formules standardisées. Mais voilà, elles sont particulièrement utilisées pour les 2 premières. La préparation Shunko, la préparation Shuoko et Taitsuko. La préparation Shunko, elle est prise en charge par la sécurité sociale japonaise depuis 1984, sous réserve de prescription, et elle est indiquée en usage topique pour les plaies peu infectées et les brûlures. Elle contient 2 ingrédients, 2 racines, Lithospermum erythrorhizon et Angelica acutiloba. Ici, vous avez un extrait de la monographie réalisée par les laboratoires Tsumura qui indique la quantité exacte de matières premières à utiliser et quelques indications sur les caractères organoleptiques. Et ici, ils indiquent notamment la couleur violette de l'onguent. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Et son odeur caractéristique très aromatique liée à la présence d'angélique. Si Shunko est produite par plusieurs industriels, elle est surtout produite par les laboratoires Tsumura qui la présentent sous ce packaging. Et à l'intérieur de Shunko, on retrouve une base grasse avec de l'huile de sésame, de la cire d'abeille et plus ou moins des graisses animales suivant les recettes, mais également des extraits huileux des racines des 2 plantes dont on parlait, Angelica acutiloba et Lithospermum erythrorhizon. Donc, dans les préparations topiques campo, on va retrouver cette même base hydrophobe avec le sésame, la cire d'abeille et les graisses animales. Et retenez que Shunko et Shoko sont les formules les plus utilisées. Elles datent de la période Edo, donc retenez que c'est à la fin 1800, donc dans les environs de 1870. Et elles furent élaborées par le thérapeute Seishu Hanaoka, dont on parlait au début de la présentation. Ces onguents sont placés directement au contact de la peau. Et là, il y a un point qui est intéressant, c'est que traditionnellement, les thérapeutes considèrent la couleur de ces préparations de manière positive. Selon eux, ces couleurs seraient reliées à l'activité antioxydante et antibactérienne. Donc ça, c'est une logique qu'on retrouve aussi dans d'autres médecines orientales, comme la médecine chinoise ou encore la médecine ayurvédique. Et vous voyez ici donc, une image promotionnelle donc, de ces 2 onguents. On a une couleur violacée très importante, prune, pour la formule Shunko, et une couleur orange vif, jaune vif, pour la formule Shuoko. Pourquoi il y a cette couleur jaune
caractéristique pour Shoko, c'est par la présence de tubercules et de rhizomes de curcuma, et par la présence des écorces de phélodendron. Donc ces deux ingrédients vont apporter cette couleur jaune caractéristique. On avait vu que la préparation Shunko, elle était surtout utilisée pour les brûlures et les plaies, mais elle est également employée pour les crevasses, les cors, les hémorroïdes, les éruptions cutanées, les traumatismes, les eczémas et encore l'état de dermatite. Et Shunko est utilisé pour des indications similaires avec les brûlures, mais également les traumatismes, les ecchymoses, les hémorroïdes, l'inflammation, les plaies suintantes, les furoncles, les éruptions cutanées, les gelures et les gerçures. Voilà, donc là vous avez un bon aperçu en fait de ce qu'est la topique de la médecine Kampo avec donc ces trois onguents, et on a détaillé ensemble donc Shunko et Shioko. Taitsuko est une formule d'origine chinoise qui comprend plus d'ingrédients, notamment de la cannelle et de la scrofulaire. Elle est moins utilisée au Japon, mais elle mérite d'être mentionnée. Donc maintenant qu'on a vu que la médecine Kampo était une médecine à base de plantes, en tant que pharmacien, ça sous-entend le problème de ce qu'est la vigilance. Donc comme pour toute pratique médicinale utilisant des drogues végétales, il est important de considérer le risque de confusion. Ces risques de confusion sont à l'origine, historiquement, que ce soit dans le cadre des MTC ou dans d'autres médecines orientales, d'intoxications graves, parfois mortelles en Europe. Donc c'est vraiment un domaine qu'il faut prendre au sérieux. Les Japonais excellent dans ce domaine-là, avec une pharmacopée très sérieuse. Et voilà, j'ai rassemblé 3 causes de confusion importantes. Donc les confusions qu'on appellera d'apparence. Regardez là sur la partie gauche de l'écran, vous voyez 2 amandes de Prunus. Donc Prunus amerniaca et Prunus persica. C'est des amandes. Si vous mélangez les deux, vous n'arriverez pas à voir la différence. Cependant, d'un point de vue chimique, elles n'ont pas la même teneur en principe actif ou en principe toxique. Et en l'occurrence, ici, la teneur en amygdaline, qui est un cancérogène, va varier. Il y a également une confusion de dénomination qui existe. L'exemple le plus connu, c'est que quand vous lisez de la biblio sur le Kampo, vous allez voir Atractylodes root qui va revenir souvent. Sauf que quand vous regardez dans la pharmacopée, vous vous rendez compte qu'Atractylodes, il y en a 2 qui sont référencés. Un qui fait référence à 2 espèces botaniques qui sont Japonica et Macrocephala, et une autre drogue avec ces kanji-là qui réfère à encore 2 autres espèces botaniques. Donc ici sur la partie droite, vous les voyez toutes les 2. Les experts Kampo vous diront elles ne se ressemblent pas du tout, elles n'ont pas la même couleur, pas la même rugosité. Donc eux, ils voient le problème de la dénomination, parce que si la prescription est incomplète, effectuée en dénomination latine, ce qui n'est rarement le cas, mais il peut y avoir une confusion. Il peut y avoir des mésentendus en termes de publication scientifique pour ces 2 drogues végétales. Et en plus de ça, quand on les regarde avec un œil européen, elles se ressemblent tout à fait. Donc on a, pour cet exemple de l'Atractylodes, le problème de la dénomination qui s'ajoute à celui de l'apparence. Donc là, c'est pour vous montrer que c'est compliqué d'identifier et d'utiliser correctement ces plantes. Et s'ajoute à ça encore un palier avec la confusion qu'on peut observer pour les formules. Par exemple, vous avez des formules qui s'appellent Gorai-san, d'autres qui s'appellent Gorin-san. Même si vous regardez les kanji, 2 kanji sont en commun. Idem pour les formules Unkeito et Unpito, 2 kanji en commun. Donc, si c'est écrit rapidement, on peut se tromper et les formules ne se ressemblent pas du tout. Donc voilà des points de vigilance qu'il était important de mentionner. Ensuite, il me paraît important de détailler les précautions d'usage. Donc pour la médecine Kampo, ce qui va revenir, c'est le problème des dosages.
parce qu'on est sur des doses bien plus importantes que ce qu'on va retrouver en phytothérapie européenne, et des problèmes de redondance, parce que des fois, plusieurs formules Campo sont données, et avec des ingrédients en commun. Donc, autant avec une formule, on peut ne pas avoir de problème. Si on ajoute des formules avec des ingrédients identiques, on peut avoir un problème d'intoxication. Ici, on va voir aussi deux drogues végétales qui sont particulières dans la médecine Campo, qui sont les tubercules d'aconite. Donc l'aconite, c'est cette plante toxique que vous connaissez sûrement avec des fleurs bleues, qui produit des tubercules hautement toxiques. Dans le monde végétal, on fait difficilement mieux en termes de toxicité. Et la médecine Campo, la médecine chinoise les utilise. En revanche, pour diminuer la teneur en poison, qui est l'aconitine, ils réalisent un traitement avec un autoclavage de ces tubercules à 110 degrés pendant 40 minutes. Ça permet de réduire la teneur en poison. Ça ne permet pas de l'annihiler totalement. C'est ce qui fait que c'est un des problèmes pour exporter du Campo, c'est que l'aconite et ses tubercules sont pas enregistrés en tant que tels dans la pharmacopée française, puisqu'ils figurent sur la liste B, qui sont les plantes médicinales à usage tangent, c'est-à-dire que la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Et dans la même lignée de drogue végétale, on retrouve les parties aériennes d'éphédra. Donc l'éphédra, vous connaissez le nom, c'est ce qui permet de produire de l'éphédrine. Donc l'éphédrine, ça a une action thérapeutique très puissante au niveau cardiotonique et bronchodilatateur. C'est ce qui fait que l'éphédra n'est pas autorisé dans les préparations médicinales à base de plantes en France. Mais sont utilisés dans la médecine Campo. Donc voilà, donc, dans le versant toxicité lié à la médecine Campo, voilà, il y a des ingrédients particuliers. Et il y en a d'autres qui sont tout aussi particuliers, mais qu'on connaît bien, comme la racine de réglisse, qui est utilisée avec de gros dosages dans le cadre de la médecine Campo, et vous le savez sûrement, la réglisse est contre-indiquée chez les personnes qui ont de la tension, du fait de ce qu'on appelle une action minéralocorticoïde. Donc chez les patients hypertendus, en état d'insuffisance rénale, en pathologie cardiaque, on ne va absolument pas prescrire de la réglisse, et on va surtout faire attention à ce qui ne s'automédique pas avec de la réglisse, parce que ça peut déséquilibrer en fait leur traitement d'une part, ou faire pencher la balance de manière fatale, par exemple pour la tension artérielle. Et s'ajoute à ce problème d'effet indésirable encore un palier supplémentaire avec les contre-indications qui sont nombreuses avec les thérapeutiques Campo. Donc la racine de réglisse avec les traitements antihypertenseurs, le ginseng avec bon nombre de médicaments, le gingembre également, la cannelle avec les médicaments pour le diabète, la racine d'angélique qui peut avoir des effets cutanés. Donc voilà, prêtez attention aux contre-indications également. Et ça me permet de souligner ce qu'est l'importance de la formation des praticiens, que ce soit au Japon, mais également en Europe, s'agissant des médecines à base de plantes, et également d'un autre domaine qui intervient après la formation, qui est la phytovigilance. C'est-à-dire, une fois qu'il y a les médicaments à base de plantes sur le marché, comment on peut assurer la sécurité des patients. Pour finir avec ces effets indésirables, je pensais que c'était bien de vous en détailler certains, que vous preniez l'importance en fait de cette intensité. Par exemple, il y a des effets digestifs avec la racine de rhubarbe ou les parties aériennes d'éphédra, des effets indésirables dermatologiques du fait de l'éphédra, de l'angélique, du ginseng, qui vont, dans certains cas, générer de l'eczéma. D'autres plus graves effets indésirables avec des manifestations pneumologiques et hépatiques, surtout liées à une drogue végétale qui est la scutulaire des lacs Baïkal, et également, qu'on a mentionné ensemble juste avant, le pseudo-aldostérolisme avec rhabdomyolyse, donc attaque musculaire,
pour la racine de réglisse ici. Enfin, retenez aussi qu'en plus des interactions médicamenteuses, on peut avoir aussi des interactions entre ingrédients de formule, que ce soit la même formule ou des formules différentes. On peut noter la majoration de l'effet hypoglycémiant avec la cannelle et la réglisse, et également des interactions médicamenteuses. Donc là, c'est une liste sans fin, mais retenez que par exemple des ingrédients comme le ginseng, la réglisse, la cannelle, il va falloir être vigilant avec les médicaments comme les anticoagulants, les anti-agrégants plaquettaires, les antidiabétiques. Donc toujours vérifier donc, au Japon avant de procurer le traitement à un patient, mais également en Europe, s'inspirer de cette logique de phytovigilance pour renforcer l'attention qu'on a vis-à-vis des médecines à base de plantes. Petit point qui intéresse d'un point de vue dermato, il y a des interactions avec les rutacées et les apiacées, donc c'est des plantes appartenant à ces deux familles. Donc les apiacées, c'est ce qu'on appelait auparavant les ombellifères, donc notamment l'angélique. Toutes ces plantes contiennent des dérivés qu'on appelle furocumariniques, qui sont des inhibiteurs enzymatiques. Et donc ça va complètement modifier le métabolisme des médicaments. Donc c'est important d'y prêter attention. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était le campo, qu'on a vu les ingrédients, qu'on a vu qu'est-ce qu'était le diagnostic, et qu'on a pensé le côté phytovigilance, il vient à l'idée une question, est-ce qu'il est possible d'exporter le campo en Europe? Est-ce que c'est souhaitable? Et l'engouement occidental pour toutes les médecines traditionnelles soulève des questions, et il est important de rappeler qu'il y a des obstacles qui sont importants. Le premier obstacle, c'est ces techniques diagnostiques qui sont très complexes, avec une logique holistique qui est distincte de notre approche occidentale. Et il y a une phrase qui est importante, c'est qu'il serait inadapté d'utiliser seulement les remèdes campo en dehors de leur contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également en médecine chinoise, c'est que des patients curieux d'une approche de soins innovante offerte par l'Asie sont tentés en fait de transposer les remèdes avec une logique de soins européenne. Et en déconnectant la tradition des remèdes, c'est là qu'on peut avoir des problèmes parce que on casse en fait le processus de soins tel qu'il a été créé. Pour apporter de la cohérence dans la prescription moderne de ces remèdes traditionnels, il y a des groupes de travail qui sont reliés à la WHO, donc l'OMS, donc avec le professeur Kenji Watanabe que je vous parlais, qui a fait avec ses collègues de l'université de Keio à Tokyo une normalisation des indications qu'on retrouve dans le campo. Donc tout à l'heure on avait parlé de ce qu'était un SHO, donc le pattern clinique pour chaque patient. Et ben pour chaque pattern traditionnel, ils l'ont rapproché d'une indication moderne, donc anti-eczémateux, antidouleur. Et cet effort, ils l'ont fait pour coller à la ICD-11, donc International Classification of Disease. Donc ça, c'est des éléments qui nous font penser que c'est possible d'intégrer le campo à terme dans le système de soins moderne autre que le Japon. Cependant, on sera à court terme ennuyé en fait, qu'il y ait très peu de thérapeutes formés en Europe, et par ce problème de phytovigilance qu'on a abordé, avec les interactions médicamenteuses qui sont nombreuses, les effets indésirables importants, plus aussi le fait que certaines drogues végétales comme l'éphédra et les tubercules d'aconite ne font pas partie de notre pharmacopée à proprement parler. Plus le fait qu'il y ait deux langages différents avec deux alphabets, ça rend la traçabilité presque impossible en l'état actuel, et de ce fait la phytovigilance encore plus complexe. Mais la médecine campo et sa pharmacopée présentent une telle richesse d'un point de vue pharmacologique et thérapeutique que ça mérite l'intérêt des scientifiques. Et c'est là que va apparaître l'importance de la validation des usages traditionnels sur des modèles validés. Et
j'aurai la chance de travailler sur ce domaine-là qui est extrêmement intéressant. Et pour cette évaluation, on verra que les analyses métabolomiques, elles offrent les clés pour comprendre en fait quels sont les principes actifs et quels sont les métabolites intervenant dans les modes d'action thérapeutiques qui ont été évalués par les thérapeutes Campo. Et pour finir, donc on va faire un tout petit point sur le projet de thèse tel qu'il est actuellement. Donc on va se concentrer donc avec les chercheurs japonais et français sur les effets thérapeutiques de ces préparations topiques de la médecine Campo sur des modèles de peau, donc en mettant à profit les connaissances complémentaires donc de l'UGA et de l'Université de Yokohama. Côté Japon, eh ben, effectivement, ça va être l'expertise sur les plantes Campo. Et côté UGA, l'expertise sur la biochimie et les aspects métabolomiques et évidemment sur les modèles de peau. Et on espère, au travers de cette étude, pouvoir considérer les aspects biotiques et abiotiques qui sont les facteurs qui vont influencer la chimie de chaque plante. Donc, dans quelle mesure l'espèce botanique va influencer la composition? Est-ce que le fait de ramasser, de cultiver les plantes au printemps versus en été, ça va influencer la chimie? Est-ce que la région va influencer? Le sol va influencer? Donc voilà, on espère mieux comprendre ces mécanismes tout en élucidant les modes d'action pour définir de nouvelles thérapeutiques à terme. Donc la sphère, ça va être la dermatologie, évidemment, et on espère se focaliser sur les plaies ulcéreuses et les brûlures sévères, qui sont des enjeux de santé publique extrêmement importants, notamment avec les plaies ulcéreuses qui surviennent chez les patients diabétiques. Ce sont des pathologies lourdes, chroniques, traumatisantes et très inconfortables. Et il est important de trouver des remèdes pour améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc le processus, il va être tel quel. On va partir des extractions de plantes Campo qui vont être réalisées au Japon à ce qu'on appelle un criblage sur couche cellulaire, donc on dit en 2D parce qu'on n'aura qu'une seule couche de cellules, pour voir dans ces plantes lesquelles sont les plus intéressantes. Et une fois qu'on aura déterminé cela, passer en modèle dit 3D, donc SE, Screen Equivalent, et éventuellement à terme sur un modèle animal. Et pour le modèle de peau synthétique, ça sera principalement 2 lignées cellulaires qui vont être intéressantes pour les pathologies. Ça va être les cellules endothéliales et dendritiques qui vont nous permettre respectivement d'étudier l'angiogénèse, la vascularisation, qui vont être très importants pour les plaies ulcéreuses, et aussi la dermato-immunologie, qui est un processus organique crucial dans les processus de cicatrisation, que ce soit des ulcères ou des plaies brûlées. Et pour finir, vous avez ici du contenu annexe. Donc, je vous ai remis le lien pour la pharmacopée japonaise qui est en accès libre. Elle est très intéressante, c'est tout en anglais et extrêmement précise avec les noms des espèces botaniques. Donc, je vous invite à regarder à l'occasion. Et j'ai remis ici aussi un site qui est extrêmement intéressant dès qu'on parle de plantes médicinales. C'est le site de The Plant List, donc qui est une organisation créée par les jardins botaniques de Kew à Londres et les jardins botaniques du Missouri. Et ces chercheurs ont établi comme un dictionnaire de synonymes pour toutes les plantes au monde actuellement référencées. Et donc, vous allez pouvoir savoir exactement de quoi vous parlez. Donc, quand vous avez une plante qui est utilisée d'un point de vue traditionnel, n'hésitez pas à regarder ce site. Ça vous permet de savoir exactement de quoi on parle. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour le Campo, je vous ai remis deux ouvrages de référence qui sont disponibles sur Internet et rédigés en anglais. Pour compléter, je voulais vous parler de petits articles que j'ai eu la chance de rédiger cet été. Là, on va s'éloigner de la pharmacologie.
Ce sont des articles qui ont été rédigés pour le journal The Conversation et donc qui sont en libre accès sur le site. Et vous allez pouvoir retrouver des aspects ethnobotaniques, historiques, sociétaux, botaniques sur tout ce qu'on peut observer en termes de floraison au Japon. Donc c'est en 3 épisodes avec le printemps, l'été, puis l'automne et l'hiver. Donc n'hésitez pas à aller les consulter à l'occasion. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.